Obrigada, Sr. Marques G., pela explanação. Dando prosseguimento, convidamos agora para proferir a palestra intitulada O Marco Institucional de Cooperação entre a França e o Brasil no âmbito da inovação, o doutor Gerard Chuzel, adido de Cooperação para a Ciência e Tecnologia do Consulado-Geral da França, em São Paulo. Bonjour, désolé pour le retard, on est parti de São Paulo avec la petite traditionnelle demi-heure de problèmes, de je ne sais quoi, je ne sais qui, mais bon. Je crois que vous avez déjà eu une petite introduction sur la culture de l'innovation. Je vais essayer de le replacer un petit peu sur la partie un petit peu plus institutionnelle, en tant que représentant d'autorités françaises, je crois qu'on dit comme ça. Qu'est-ce que nous, on essaye de faire autour de ce volet d'innovation en lien, je dirais, à ce continuum qu'on essaye de vendre, entre guillemets, entre formation, recherche, développement et innovation, effectivement, au service de la société. Alors, je me félicite, nous nous félicitons de cette édition France. Alors, on l'a déjà cité, troisième place dans le ranking 2013, donc c'est quand même quelque chose d'important aux yeux des communautés internationales. Mais aussi, quand même, c'est une réalité au niveau de notre écosystème qui est, somme toute, relativement bien reconnu au niveau international sur une certaine performance, en rappelant quelques chiffres, 2,25% du PIB, plus de 500 000 personnes travaillent dans le secteur de la R&D. C'est bon ? Plus de 500 000 personnes travaillant dans le secteur de la R&D, plus de 12 000 docteurs par an, 6e place mondiale pour les publications scientifiques, et puis quand même aussi une place intéressante tant au niveau production de brevets que ce soit au niveau européen, au niveau international. Donc on se félicite effectivement que Technopo, qui est le NAGI, ait retenu la France comme ses 6e édition sur culture de l'innovation. Alors, on en est d'autant plus content que ce vocable innovation, ce serpent de mer innovation, cette tarte à la crème innovation, elle rentre néanmoins dans le cadre institutionnel des relations franco-brésiliennes depuis longtemps. Depuis 2005, on a eu un groupe de travail qui s'est attaché à travailler sur les relations scientifiques, techniques et en termes d'innovation. En 2011, il y a eu un groupe spécifique qui a été créé sur ce volet innovation. En 2012, avec la visite de la présidente Dilma en France, il y a eu une déclaration commune sur l'innovation. En 2013, lorsque notre président est venu ici au Brésil, il y a eu également une déclaration commune sur ce vocable innovation et sur ce terme innovation. Et plus récemment, lors du dernier forum franco-brésilien d'économie qui s'est tenu à Paris en mai dernier, il y a eu un accord, un protocole qui a été signé entre les deux ministres de l'économie. Enfin, actuellement en France, on ne sait plus très bien qui c'est. On devrait peut-être avoir quelques informations tout prochainement. Avec une volonté de mettre en place effectivement, après une longue période, on va dire, de discussion, de groupe de travail, de réels projets de développement, de partenariat sur ce thème innovation, avec un appel à projet qui devrait être lancé tout prochainement, avec un cofinancement entre la BNDES et BPI France sur ce thème de l'innovation et du développement technologique, où seront associés des entreprises, des pôles de compétitivité, des centres de recherche. Enfin, nos collègues du BIFrance seront également mobilisés sur cet aspect-là, et mon collègue qui est là, Marc, vous en parlera plus longuement demain. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que si on regarde un petit peu d'une manière rapide les écosystèmes de l'innovation, qu'ils soient en France ou qu'ils soient au Brésil, on peut dire qu'ils sont relativement similaires. Alors, d'une part, parce que le cadre juridique qui a porté la ley Dubin en particulier ici au Brésil, elle s'est fortement inspirée de la loi sur l'innovation française, que les pôles de compétitivité, vous avez, les arranjos productivos locais,
que les différents outils que Marc a déjà mentionnés, que sont incubateurs, parcs techniques, parcs technologiques, et ben vous les avez également comme nous, et que les mesures d'accompagnement sont similaires entre financement à fonds perdus ou avance remboursable. Et qu'on essaye également de rapprocher le monde universitaire et le monde académique. On a développé, il y a une dizaine d'années en France, des réseaux de laboratoires pour faire de la recherche partenariale qui sont les instituts Carnot, cousins des Fraunhofer allemands. Et vous êtes en train de mettre en place votre réseau Embrapi. Donc des systèmes voisins, mais des systèmes qui sont complexes et qui nécessitent pratiquement une certaine ingénierie dans la conception et le montage de projets visant à développer l'innovation. Néanmoins, ce que l'on peut dire dans nos relations franco-brésiliennes, il y a quand même un contexte très favorable pour diverses raisons. Tout d'abord, du côté brésilien, c'est qu'il y a eu un très fort investissement, vous le savez aussi bien que moi, dans le domaine de la formation supérieure et de la recherche depuis ces dernières années. Et cela s'est traduit par le doublement du nombre de docteurs, par une production scientifique aujourd'hui d'excellence et reconnue au niveau internationalement, par des programmes d'envergure comme le programme Sciences sans frontières, et qui fait qu'effectivement aujourd'hui le Brésil compte sur la place internationale. Le Brésil est reconnu et le Brésil est même courtisé, on va dire. Et que si la France avait une tradition de coopération scientifique et technique avec le Brésil, aujourd'hui on est dans un contexte beaucoup plus de concurrence et de compétition. Néanmoins, dans ce cadre-là, donc la France est quand même le second partenaire scientifique du Brésil. Et puis par ailleurs, le Brésil est aussi une terre d'accueil pour de nombreuses entreprises françaises. Il y a plus de 500 entreprises françaises qui sont présentes au Brésil, générant quelques 600 000 emplois, et souvent, pour la plupart des cas, dans le cadre de marchés ou de partenariats qui sont basés sur le transfert de technologies. Ce qui sous-entend derrière, d'une part, des aspects de formation, des aspects de recherche appliquée, mais également de développement d'innovation au sein même des partenaires industriels de nos entreprises françaises, qu'ils soient des partenaires en joint venture, qu'ils soient des entreprises sous-traitantes ou de simples collaborations. Et que c'est quelque chose que l'on voit apparaître depuis, on va dire, 2 ou 3 ans. D'une manière globale, il y a une nouvelle stratégie des entreprises étrangères, déjà brésiliennes, ici au Brésil. C'est la volonté de développer de la recherche-développement ici au Brésil et avec le Brésil. Quelques années auparavant, je dirais, c'était illusoire quand on allait voir une entreprise française, pour ce qui nous concerne, pour dire on va faire les R&D. Non, non. La R&D, on va la faire en France ou en Espagne ou dans un environnement plus proche. Aujourd'hui, les grands groupes français, je vous dis, PSA a créé son laboratoire international dans le domaine biocarburants et moteurs sur São Paulo Rio. L'Oréal s'apprête à mettre en place son centre de laboratoire en cosmétique également à Rio. Lafarge a développé son propre centre de R&D, et des PME, PMI qui travaillent dans le domaine de l'environnement, de la métrologie environnementale, développent également des partenariats avec des centres de recherche, des universités, et en lien avec, effectivement, souvent des incubateurs, des parcs technologiques ou des entreprises à forte composante technologique. Donc, je dirais qu'il y a un nouveau paradigme qui est important à prendre en compte dans l'environnement brésilien et dans les relations franco-brésiliennes. Néanmoins, tout n'est pas rose. Il y a quand même un certain nombre de limitations dont il faut avoir conscience. Je crois qu'elles sont largement décrites dans de nombreux ouvrages, dans de nombreuses publications. Le problème de la propriété intellectuelle au Brésil. Vous savez que aujourd'hui, il est difficile, long, enfin toujours difficile et long, plus de 8 ans pour avoir un brevet. Certes, l'INPI fait son travail de réadaptation, mais enfin, il y a quand même une limitation qui fait que comment on aborde cet aspect de la propriété intellectuelle, qu'il n'y a pas cette pratique jusqu'alors, effectivement, de valorisation de cette propriété intellectuelle au niveau international, que globalement, la relation entre le monde académique et le monde partenarial est encore très ténue, et que si effectivement il y a des innovations au niveau brésilien, elles sont avant tout
au niveau endogène, au niveau de l'entreprise, et qu'il y a une potentialité pour valoriser les travaux de R&D qui sont faits dans les laboratoires de nos universités brésiliennes importantes. Que globalement, quand on regarde le Brésil, on voit que sur ces dernières années, dans le ranking du Global Innovation Index, 49 en 2011, 58 en 2012, 64 en 2013. Bon, ce sont des indicateurs. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Enfin, ce sont toujours critiquables ou critiqués. Enfin, ce sont quand même des tendances qui peuvent alerter quelque part, quoi. Et puis, par ailleurs, il y a aussi deux signaux qui nous ont été donnés, qui sont donnés par les institutions brésiliennes. C'est d'une part le problème de la formation. Marc en a parlé. Donc, cette formation avec un manque de main-d'œuvre de qualifiée qui est un frein à cette innovation. Et puis, un déficit de cadres supérieurs, et en particulier, je dirais, de tout ce qui touche à l'ingénierie et à la pluridisciplinarité, où si on a quelques 47 000 étudiants en ingénierie formés par an au Brésil, d'après le CNI, il en faudrait au moins le double sur le court terme. Donc par rapport à cela, je dirais, nous, on essaye de voir un petit peu comment apporter notre contribution à ces points faibles, et dans un esprit effectivement de coopération et de collaboration avec le secteur socio-économique. Donc des traditions, ce sont nos programmes traditionnels, OUSPI FECUB, CAPES FECUB, des programmes de chaire française qui ont 10, 15 programmes CAPES FECUB. On va fêter les 30 ans cette année, donc une expérience et une pratique de notre coopération internationale. Et puis, d'une manière importante, c'est voir un petit peu comment asseoir ces collaborations souvent informelles de chercheur à chercheur dans un cadre plus structurant, et ce, d'une manière plus pérenne. Alors, on a un exemple sur l'Université fédérale ici, avec un laboratoire international associé, ELIA, dans le domaine informatique, qui effectivement permet d'avoir une programmation scientifique sur 3 ou 4 ans et de pouvoir aborder d'une manière plus globale une problématique de recherche, voire un partenariat industriel. Et puis il y a nos agences, nos accords entre les grandes agences de financement, le CNPq, la CAPES, les fondations d'appui à la recherche, etc. Et puis donc un certain nombre de programmes qui se mettent en place aujourd'hui en mobilisant les ressources financières disponibles au niveau brésilien et au niveau français, comme par exemple un accord entre la FAPESP à São Paulo et le groupe PSA sur le fameux laboratoire dont on parlait sur biocarburants et moteurs. Alors en formation, on intervient à 2 niveaux. Pour nous, il est important effectivement de répondre à ce besoin de formation professionnelle sur des grands secteurs économiques sur lesquels nos entreprises françaises sont présentes. Alors on a développé un certain nombre de programmes de création de centres de formation où il y a toujours ce volet culture de l'innovation qui est présent dans cet aspect de formation. Dans le domaine simulation avec Dassault Systèmes, dans le domaine logistique avec FM Logistique. Bon, on aura une présentation de FM Logistique cet après-midi, donc une PME qui s'est installée il y a un petit peu plus d'1 an ici au Brésil. Dans le domaine automobile avec PSA et avec Renault, avec des actions qui se prolongent également sur l'état du Rio Grande do Sul, avec le Sénat du Rio Grande do Sul. Dans le domaine aéronautique, bon, bien sûr, là, on va retrouver les grands, Thales, qui sera également dans le domaine ferroviaire, enfin Thales, Airbus, Dassault Aviation, Safran. Et ce, en lien avec donc les organismes de formation professionnelle brésiliens, donc le SENAC, les SENAI au niveau de chaque État, ou les organismes type IFET ou centre de formation professionnelle. Et puis par ailleurs, donc, des programmes de formation dans le domaine supérieur et en particulier dans le domaine d'ingénierie qui ont plus de 10 ans aujourd'hui, avec la volonté d'avoir des ingénieurs de haute compétence, mais également biculturels, donc en essayant de favoriser cette mobilité entre des élèves ingénieurs français et brésiliens, avec des séjours pour pouvoir aller de 6 mois à 1 an, voire à 2 ans dans le cadre d'un double diplôme, et qui permet effectivement d'avoir des gens qui peuvent offrir cette double culture et répondre à ce besoin de cadres d'excellent niveau. Alors c'est bien sûr un programme qui est relativement connu et que les universités de l'État utilisent grandement. C'est les programmes Brafitech dans le domaine technologie et Brafagri dans le domaine agricole.
Alors ce sont quand même quelques 1200 étudiants qui chaque année vont du Brésil à la France ou du Brésil à la France, et avec un signe relativement distinctif par rapport aux années précédentes, c'est que si le flux France-Brésil était très important, je dirais il y a une dizaine d'années au démarrage de ces programmes-là, aujourd'hui il a tendance à s'équilibrer. Donc on a grosso modo sur les 1200 échanges de l'ordre de 900 du Brésil vers la France et de l'ordre de 600 de la France vers le Brésil. Alors on espère qu'une mesure qui a été retenue conjointement par nos deux présidents en novembre dernier lors de la visite du président Hollande se mette rapidement en place. C'est ce fameux visa tourisme, travail, études qui permettrait à de jeunes Français ou de jeunes Brésiliens de venir sans tous ces soucis et tracasseries administratives, passer au moins un an dans l'un ou l'autre pays, et en particulier pour pouvoir réaliser leur stage auprès d'entreprises, qui est là aussi une contrainte administrative importante. Donc à partir de là, ces programmes-là permettent aussi d'avoir une interface importante avec le secteur socio-économique et donc de mieux voir comment répondre à ces nouvelles demandes de formation, et en particulier donc effectivement ces aspects à la fois de pluridisciplinarité, d'approche sociologique du développement, donc de voir un petit peu comment mieux organiser ces formations au bénéfice du secteur socio-économique. Le point important également, c'est cette relation avec le secteur économique. Alors, nous sommes en train de mettre en place une plateforme d'offres de stage de longue durée d'entreprises françaises présentes ici, donc pour des étudiants français ou brésiliens, que ce soit ici ou que ce soit en France. Et puis, c'est aussi également l'opportunité d'identifier des travaux de recherche-développement. Bon, ces écoles françaises, ces grandes écoles françaises, et ces grandes universités brésiliennes ont travaillé pendant plus de 10 ans pour mettre en relation et harmoniser les cursus universitaires. C'est pas toujours simple, c'est même souvent compliqué. Aujourd'hui, donc, en fait, ces volets-là de cursus sont totalement aplanis et cette connaissance mutuelle entre les enseignants-chercheurs des deux côtés permet aujourd'hui de dire, on a nos mêmes partenaires industriels, on a Thales en France, on a Thales au Brésil, on a la même PME dans le domaine traitement environnemental. Donc essayons de réfléchir ensemble sur des opportunités de projets de recherche-développement que l'on pourrait conduire avec ce secteur socio-économique. Donc il y a eu par exemple récemment un travail qui a été fait entre le réseau des écoles centrales et 6 universités brésiliennes, dont l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, pour définir un programme de R&D en lien avec leur partenariat économique. Donc, voilà, les choses avancent dans ce sens-là également. Et puis, bien sûr, tout l'intérêt d'avoir des masters communs, que ce soit en gestion, que ce soit en économie, et qui soient effectivement sous cette forme de double diplôme. Alors, là, je vais passer rapidement. C'est que juste 2 points, c'est qu'on a essayé de réfléchir aussi sur ce thème innovation avec une approche académique de l'innovation. Donc nous avons démarré une chaire innovation avec l'Université de São Paulo et donc l'Université Paris 1 Sorbonne. Donc Florent Pratlon, qui est par là, nous fera une présentation un petit peu de son activité dans ce cadre-là. Et l'idée, bien évidemment, est d'élargir ce que l'on peut faire sur l'État de São Paulo vers d'autres partenaires universitaires. Bien évidemment, nous essayons de rapprocher d'une manière étroite nos liens avec les agences d'innovation de nos universités. Alors, État à São Paulo, la proximité fait qu'on voit un peu plus l'USP Unicamp, mais on vient de temps en temps quand même à Porto Alegre, donc je pense qu'on pourra renforcer à présent les relations avec nos partenaires gauche. Et puis enfin, un point important, c'est que la France a retenu une dizaine de pays qui pour la France étaient un partenaire important sur ce volet innovation et a créé donc un certain nombre d'experts techniques internationaux dans ces pays-là. Donc on va trouver le Japon, on va trouver le Canada et le Brésil. Donc nous allons avoir fin d'année donc un expert innovation qui va venir nous accompagner dans cette démarche-là, qui sera basé à São Paulo, au Senai São Paulo, mais à vocation pour l'ensemble du pays. Donc il sera amené à venir, j'imagine, assez régulièrement à Porto Alegre sur ces volets-là.
Alors, juste un tout petit point également sur un outil que nous essayons de promouvoir, et je pense que ce genre de forum est quand même important pour communiquer sur ce volet-là. Donc, deux volets, donc Marc en a déjà parlé, c'est effectivement comment avoir une meilleure employabilité du doctorant dans un environnement économique en constante évolution. Donc, deux outils qui sont, pour nous en France, des outils qui marchent bien, on va dire. On baigne dans le cocorico et l'autosatisfaction, mais qui marchent bien et qui méritent d'être expérimentés, adaptés, validés au niveau brésilien dans ce partenariat recherche-industrie, dans une démarche de recherche partenariale, d'une démarche d'innovation et de partage d'expérience. C'est d'une part les doctoriales, donc nous allons avoir une première édition des doctoriales Brasileiras Gaúchas le mois de novembre prochain. Donc, merci au secrétariat pour la science et la technologie de nous avoir accompagnés dans cette démarche-là, en lien avec nos collègues de l'université Nantes, Angers, qu'est-ce qui me manque, Le Mans, voilà, merci. Recherche, développement et recherche partenariale. C'est la mise en place depuis une trentaine d'années des bourses qu'on appelle CIFRE en France, qui est donc une bourse de doctorat qui est cofinancée par l'entreprise et par les pouvoirs publics sur un sujet proposé par l'entreprise. Alors, donc depuis 30 ans, il y a eu 13 000 docteurs, je ne sais combien de valorisation en termes de propriété intellectuelle et effectivement de développement d'innovation. On est passé de l'invention à l'innovation dans le cadre de ces bourses CIFRE. Donc nous avons mis en place depuis maintenant un petit peu plus d'un an donc des bourses CIFRE Brésil, gérées à la française dans le cadre d'une part d'un partenariat avec le CNPq pour des étudiants brésiliens pour aller faire leur thèse en France avec une entreprise française ou une entreprise brésilienne installée en France. Il y en a, Embraer, Natul et autres. Et avec donc cette possibilité également d'avoir des étudiants brésiliens, français qui peuvent venir faire leur thèse de doctorat ici en France dans un laboratoire brésilien. Donc ça, on essaye de le promouvoir. Donc on espère aussi que dans le cadre de ces rencontres, on peut identifier quelques opportunités de ces fameuses bourses thèses CIFRE. On a des ressources financières parce que pour nous c'est une priorité dans le cadre de nos relations scientifiques, techniques, technologiques avec le Brésil, entre le Brésil et la France. En rappelant que ça permet de permettre aux doctorants de se conditionner dans un environnement socio-économique de production et de pouvoir par la même occasion renforcer nos collaborations scientifiques, techniques et technologiques. Alors je vais pas vous donner tous les mécanismes, ils sont disponibles sur le site de notre agence nationale de la recherche technologique qui gère les bourses CIFRE et qui les met en place. Donc il y a un site dédié. Enfin le principe est simple, c'est une entreprise en France, un labo et un étudiant. Donc on a eu quelques exemples dans le domaine des macromolécules avec PSA, dans le domaine avec une entreprise brésilienne, dans le domaine des cosmétiques. Ici, on est en train de le finaliser, donc pour l'instant on n'a pas encore l'entreprise. Donc l'idée est quand même de voir un petit peu comment profiter de ces opportunités, je dirais au travers de jeunes scientifiques, de favoriser nos relations au service de l'innovation. Ensuite, on essaie de monter un certain nombre d'activités de sensibilisation, c'en est une. Alors, on les fait au Brésil, donc en particulier dans le cadre des relations que nous développons au sein de notre chambre de commerce et d'industrie France-Brésil et en lien avec UbiFrance pour l'AFI pour la promotion de l'investissement en France. Donc on a un séminaire chaque 2 ans sur le forum franco-brésilien d'innovation. Il y en aura un cette année au mois d'octobre qui tiendra à la Fiesp. On a aussi en France, on essaie de valoriser cette culture. Marc vous en a parlé de ces expériences brésiliennes à valoriser. Alors c'est
c'est mettre en valeur et partager des expériences. C'est également essayer de développer un certain nombre de conférences et autres qui permettent d'avoir un œil sur le Brésil depuis la France. Et puis de promouvoir ce qu'on appelle en termes d'innovation dans le benchmarking. Donc on a eu un concours 2030 qu'on a largement diffusé auprès de start-up, spin-off et autres brésiliennes, avec quelques réponses, on s'en félicite. Et puis je vous remercie pour votre information, pour votre attention, et je suis prêt à recevoir des besoins d'information dont vous aurez besoin. Merci. Olá. Bom, vamos dar continuidade então ao evento. Gostaríamos de informar que todas as palestras... Podem diminuir um pouquinho? Gostaríamos de informar que todas as palestras estarão disponibilizadas no Inova Lab, o portal de inovação do NAGE. Nós enviaremos também um e-mail para todos os participantes com o endereço do Inova Lab, informando essa informação também. Convidamos agora para proferir a próxima palestra a senhora Chantal Verrité, pesquisadora do Instituto Europeu de Estratégias Criativas e de Inovação, que abordará o tema Inovação Aberta, Compartilhamento de Experiências e Boas Práticas, o Clube de Paris dos Diretores de Inovação e as sessões de formação Mardi de l'Innovation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici pour vous parler de cette formation ouverte et surtout à l'international qui s'appelle les Mardis de l'innovation. Donc les Mardis de l'innovation ont été créés en 2000, c'est donc la 14e année. Et c'est un cours interinstitutionnel, inter-entreprise, je reviendrai dessus, qui est destiné aux jeunes diplômés, aux jeunes étudiants diplômés, ainsi qu'aux professionnels de l'innovation, c'est-à-dire directeurs de l'innovation, chefs de projet, designers, artistes également. Alors, les mardis se présentent sous deux formats complémentaires. Les gens peuvent venir assister directement aux conférences. Donc, chaque semaine, nous avons entre 200 et 300 auditeurs. Les cours se déroulent en soirée, ce qui permet aux professionnels de ne pas empiéter sur leur temps de travail. Et l'autre format, ce sont nos conférences qui sont mises en ligne dans des formats très accessibles pour ne pas justement trop empiéter sur le temps des professionnels, c'est-à-dire entre 20 et 30 minutes par vidéo. Donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre site www.mardi-innovation.com. Ces vidéos mises en ligne ont un impact énorme qui font que les Mardis de l'innovation sont actuellement le cours sur l'innovation le plus suivi au monde, comme vous le voyez avec les statistiques. Alors, les mardis sont un lieu de rencontre, d'échange d'expériences, de partage d'expériences et également le programme est toujours adapté pour que les grands professionnels de l'innovation trouvent vraiment ce qu'ils cherchent. C'est une formation totalement ouverte et gratuite. Elle se divise en deux parties. Un premier module qui va du mois d'octobre jusqu'à février et qui s'appelle « Culture de l'innovation » et un second module qui va du mois de mars jusqu'au mois de juin et qui est la mise en œuvre des stratégies d'innovation des entreprises.
Ces 2 modules forment 26 sessions et ils sont complétés par une session de 2 jours de formation qui fait intervenir plus de 45 intervenants leaders mondiaux dans leur domaine, qui s'appelle la Rencontre nationale des directeurs de l'innovation. Alors, la pédagogie de notre formation, bien sûr, outre les principes fondamentaux, c'est la découverte. Ça, c'est très important, c'est-à-dire d'autres pays, d'autres modèles, d'autres secteurs, etc. Des études de cas d'entreprises particulièrement innovantes ou de sujets d'innovation, des exemples, le retour d'expérience des principaux leaders de l'innovation, le parcours des innovateurs, la diffusion du meilleur état de l'art auprès des professionnels. Donc, je vais revenir sur le premier module qui s'appelle donc Culture de l'innovation. Qu'est-ce qu'on appelle culture de l'innovation? C'est la culture au sens large du terme, c'est-à-dire la culture générale, la culture philosophique de l'innovation, la rétrospective et la prospective. Dans ce cadre-là, nous faisons des conférences notamment sur la Renaissance et sur la Belle Époque. Ce sont des conférences qui nous sont très demandées, mais l'intérêt de ces conférences, c'est pas seulement de faire un retour sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire sur l'histoire, c'est aussi de mettre en perspective ces modèles par rapport à notre monde actuel. Culture du progrès, culture scientifique et technique, culture du meilleur état de l'art, et le point essentiel dont Marc a déjà parlé tout à l'heure, culture humaniste, c'est-à-dire l'homme au centre de tout, tel que ça a été défini à la Renaissance, la relation de l'homme à la cité, la relation de l'homme à la nature. On revient maintenant vraiment vers cet humanisme qui est extrêmement important et indissociable, nous, dans nos formations de l'innovation. Biodiversité des cultures. Il existe d'autres mondes, d'autres modèles que ceux que l'on connaît. L'intelligence sensible. Christine Caillol, qui est l'une de nos intervenantes, a écrit un ouvrage qui résume bien cela, « Voir est un art ». Culture du projet, de sa concrétisation, de sa réalisation. Culture de la prise d'initiative, de la responsabilité. La culture du succès et de l'échec. Marc Gigin en a parlé tout à l'heure. On ne peut pas concevoir d'innovation sans échec. Alors, avec tout ce que ça peut impliquer, effectivement, au niveau des entreprises qui ne sont pas toujours ouvertes à l'échec. Il faut avoir le courage d'innover et bien sûr le plaisir d'innover. Donc là, j'ai illustré toutes ces cultures par évidemment Dumont Santos, Léonard de Vinci, Pasteur et puis Steve Jobs, pour montrer la diversité effectivement des approches. Alors le second module, qui est la mise en œuvre des stratégies d'innovation dans les entreprises, évidemment, il faut toujours en revenir aux fondamentaux de l'innovation, mais ce qui est très important aussi, c'est le retour d'expérience des leaders de l'innovation. Nous faisons intervenir vraiment des gens qui sont vraiment leaders dans leur spécialité, dans tous les secteurs des pays, etc., d'entreprises et d'organisations qui ne sont pas forcément celles que l'on connaît. Donc là, vous pouvez voir des gens très divers qui viennent ou bien d'Inde, le patron le patron de Venturi, la responsable d'innovation de la ville de Vienne, etc., PSA Peugeot, et puis la présidente de la Fédération française de football féminin, par exemple, pour vous montrer la diversité des gens qui interviennent donc dans nos formations. Les mardis de l'innovation sont donc un lieu de rencontre vraiment et d'échange des idées,
sur des leaders de l'innovation, un partage de la diffusion du meilleur état de l'art, la transmission des connaissances et surtout le retour d'expérience. On fait intervenir, comme je vous l'ai dit, des gens qui sont vraiment à la pointe de leur domaine. Par exemple, Cédric Villani, le médaillé Field de mathématiques, mais nous ferons également intervenir Arthur Avila, le nouveau médaillé Field, Jacques Perrin, qui est un grand cinéaste. Bon, Marc a parlé tout à l'heure de Jean Todt, du professeur Saillant de Karma pour le cœur artificiel, le patron du Sénat, etc., etc. Voilà. Alors, tous les témoignages de ces grands leaders d'innovation, de ces grands dirigeants sur l'innovation, sont mis en ligne et on a plus de 250 témoignages sur leur expérience. C'est vraiment quelque chose qui touche le monde entier. Pour nous, cette ouverture à l'international est primordiale. Nous faisons également intervenir de nombreuses entreprises de ce qu'on appellera les géants du web pour qu'ils nous disent ce qui bouge et comment dans un monde en évolution constante, s'adapter à ces bouleversements profonds. Mais il n'y a pas que les géants du web, on fait intervenir vraiment de nombreuses entreprises ou associations ou organismes très très différents les uns des autres. Bon, Samsung, la Croix-Rouge française, on a beaucoup d'intervenants aussi dans le secteur du luxe. Par exemple, là vous avez Monsieur Perrier qui est le directeur de l'innovation. Également des startups qui ensuite deviennent des géants comme venteprivée.com. Donc les mardis sont faits en étroite coopération avec le Club de Paris des directeurs de l'innovation dont je reparlerai tout à l'heure, pour qu'il y ait vraiment que vraiment les sujets collent aux préoccupations des responsables d'innovation. Donc je vous reparlerai tout à l'heure du Club de Paris et de ses membres. Voilà. C'est une formation vraiment interinstitutionnelle, un format totalement ouvert, c'est-à-dire que les entreprises prennent tout ou partie de nos cours. On intervient dans de nombreux endroits, au CNAM, à la Sorbonne, à l'INSEC, etc. Je vous en reparlerai également. Donc les universités intègrent notre cours dans leur cursus et c'est donc intégré dans le diplôme que ces universités délivrent. Pour les personnes qui ne sont pas étudiantes et qui veulent malgré tout suivre cette formation, nous faisons également une certification, mais nous mettons un niveau d'exigence très élevé pour délivrer cette certification. Donc c'est possible pour les gens qui sont déjà des professionnels, mais il y a un haut niveau. Alors à qui s'adresse cette formation? Principalement aux dirigeants d'entreprise et aux responsables de l'innovation, qui forment à peu près 75% de nos auditeurs, et puis 25% d'étudiants post-graduates. Qui font donc partie des universités où nous intervenons. Alors, comme je l'ai dit, les mardis d'innovation sont vraiment un format intergénérationnel, puisque nous avons donc des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans, et puis des professionnels de l'innovation qui ont déjà une solide carrière derrière eux, qui ont déjà une solide expérience, mais voilà, ces gens-là se mélangent très bien. Et le point commun entre tous, c'est l'excellence. Alors, je vais vous montrer quelques-uns des endroits où nous intervenons.
Donc nous intervenons au CNAM. Là, vous êtes dans l'amphi, le grand amphi du CNAM Paul Painlevé, avec sur la gauche, ici, la loge au XIXe siècle où le roi pouvait venir assister aux expériences s'il en avait envie. Ici, c'est à la Sorbonne, là encore, dans un amphi prestigieux qui était l'amphi de Marie Curie. Là, nous sommes à l'INSEC. L'INSEC est l'une des principales business schools en Europe et maintenant dans le monde, puisqu'elle s'est installée en Amérique également. Nous intervenons également sur le campus Paris-Saclay, qui est un campus très important. Là, nous avons fait une conférence sur les écosystèmes de l'innovation et nous allons refaire plusieurs conférences cette année, toujours sur le campus Paris-Saclay. Ça avait eu énormément de succès auprès des gens. Là, nous sommes au CNRS. Alors, nous avons un partenariat avec le CNRS, auprès de qui nous étions 2 mois l'an dernier au CNRS et cette année, nous allons ouvrir les mardis là-bas et nous y resterons jusqu'au mois de décembre. Le CNRS étant un grand organisme donc de recherche. Alors le Palais de la Découverte, qui est aussi un très bel endroit où nous avons fait une partie de nos conférences il y a quelques années et vers lequel nous revenons maintenant pour de grandes conférences culturelles, comme cette conférence qui a eu un très grand succès, qui s'appelle « Innovation et progrès à la belle époque ». Ça, ces conférences historiques ont toujours un très grand succès parce qu'il y a une mise en perspective avec l'actualité. Nous ne sommes pas qu'à Paris, évidemment, nous sommes un peu partout en France, notamment à Valence, et puis là, à Grenoble, au CEA Minéathèque. Le CEA est l'un des très grands organismes de recherche en Europe. En ce qui concerne les 2 journées de formation de la rencontre nationale des directeurs de l'innovation, nous faisons donc intervenir des leaders qui viennent du monde entier, entre 45 et 50 leaders chaque année, chaque intervenant donc a une spécialité. Là, c'était la conférence de 2013 qui se tenait à la Sorbonne et qui était sur le thème « L'innovation pour sortir de la crise ». Donc il y avait à peu près 45 intervenants et un peu plus de 400 participants. Alors cette année, c'était la 7e édition de cette rencontre nationale des directeurs de l'innovation. Et là, nous l'avons fait au Bataclan, qui est un très grand music hall parisien. Nous avions plus de 45 intervenants également et surtout, nous avions plus de 1000 auditeurs. Ça a été vraiment un grand succès sur les innovations radicales et extraordinaires et on a fait une nuit de l'innovation qui a eu également beaucoup de succès. Voilà. Donc, ce qui est très important, ce qu'il faut retenir vraiment pour cette formation, c'est à la fois la notion d'humanisme et surtout d'ouverture à l'international. Sur les autres cultures d'innovation et partout sur les autres continents. Nous sommes vraiment ouverts. Voilà. C'est donc grâce aux vidéos, nous sommes diffusés dans plus de 140 pays. Vous pouvez voir ici les statistiques. Et donc sur le planisphère, en bleu, ce sont les pays où nos cours sont diffusés. Alors, nous déplaçons dans un certain nombre de pays pour faire également des mardis de l'innovation, notamment en 2000.